La première chose dont je me souviens, en repensant à la Corée, c'est l'air glacial de l'hiver. Un seul train par jour. C'était le seul moyen civil pour se rendre sur la zone démilitarisée depuis la gare de Séoul. D'abord, un checkpoint de l'armée. Là, les militaires nous faisaient signer une décharge. Ils déclinaient toute responsabilité si nous étions mortellement blessés par un tir venu du nord. Nous arrivions alors sur la frontière la plus célèbre du monde. Un vaste nuage de pollution couvrait le paysage, rendant presque invisible et d'autant plus mystérieuse cette Corée du Nord que nous étions venus épier. Un drapeau. C'est à peu près tout ce qu'on pouvait voir de Corée du Nord. Mais si on ne pouvait pas la voir, on pouvait l'entendre. Les haut-parleurs, la propagande, la guerre psychologique. Si l'on ne se réfère qu'à ce que l'on nous dit et à notre propre imagination, les Nord-Coréens ne sont que les barbares d'une contrée sauvage, bien différents de ceux que j'ai connus à l'université de Wuhan. Certes, ils étaient des fils de hauts dignitaires, une minorité extrême autorisés à quitter le pays, mais ils étaient aussi des jeunes qui avaient envie de jouer, comme nous. Un joueur pakistanais avait rejoint, l'espace d'un match, l'équipe nord-coréenne qui venait de perdre un joueur. Pendant un moment, on pouvait presque se dire que tout était normal. Mais cette décontraction de surface allait vite s'estomper quand je repérais sur le bord du terrain un de leurs compatriotes en train de filmer avec son caméscope. Il ne filmait pas leur jeu, il filmait les joueurs. La cicatrice laissée par cette frontière tendue entre un même peuple, elle a marqué le monde entier. Des années plus tard, j'ai découvert une expression de cette blessure au Japon. Le sculpteur Tetsuo Harada avait réalisé dans les années 90 une sculpture installée sur le 38e parallèle, qui traverse sa province natale de Niigata. La sculpture était marquée en son centre par ce sillon et se terminait par une sphère, l'espoir d'une union, du dépassement des clivages. Une fracture que je retrouvais même dans le cœur de la table de bois sur laquelle était posée la maquette de cette sculpture. Je me souviens de cet oiseau que j'avais filmé au-dessus de la zone démilitarisée. Lui seul semblait pouvoir valser impunément par-delà la frontière, passant du nord au sud sans aucune restriction que les courants d'air chaud. Lui, par sa liberté suprême, ne faisait que renvoyer, indolent, à la face de l'homme, son degré d'errance. Des chiens errants, c'est par là que tout a commencé.
L'université de Wuhan avait 2 particularités, les chiens errants et le nombre de ses statues. Chaque fois que je les revoyais, elles semblaient avoir changé, mais restaient les mêmes. Pour moi, elles étaient comme les kami de la culture japonaise, les esprits protecteurs de ce campus immense. Elles semblaient dresser devant moi le miroir de ma propre errance. Je me suis alors dit qu'un jour, je ferais un film où les chiens errants entreraient en dialogue avec ces statues. Ainsi, débutait une longue période où ma caméra ne me quitterait plus, captant à la volée, oisif, les soubresauts instantanés de la vie. Je vivais alors au cœur de ce que le sinologue Simon Leys appelait « l'autre pôle de l'expérience humaine ». En plus de capter le quotidien, je me mis curieusement à faire d'étranges expériences visuelles. Il me semblait que pour la première fois de ma vie, j'arrêtais de me poser des questions stupides, comme celle de savoir pourquoi je faisais ça. J'ai tout simplement laissé libre cours à mon souffle intérieur. Les taoïstes appellent ça le qi. Cette force vitale qui intervient à chaque fois que le yin et le yang sont en présence. Il est ce troisième souffle qui draine la meilleure part des 2 autres et les élève vers une transformation créatrice, permettant ainsi à l'homme de se dépasser. Les anciens Chinois ont développé une conception unitaire et organique de l'univers vivant où tout se relie et se tient. Le qi, ce souffle primordial, est la base de cette vision originale. Il constitue l'unité de tous les éléments et ne cesse d'animer toute chose vivante. Le tout étant relié dans un gigantesque ensemble appelé le Tao, la voix. D'ailleurs, savez-vous que pour se saluer, les Japonais utilisent l'expression Genki, le mot désignant le souffle primordial des taoïstes? Peut-être que cette caméra, que ces images, étaient une extension de moi-même. Une petite boîte dans laquelle je pouvais voir les couleurs intérieures des hommes. Il me semblait qu'avec cette caméra, je pouvais capter ce bruissement fugace de l'âme. Pour moi, ce n'était plus filmé, c'était plutôt comme une communion avec le réel, presque un acte méditatif. Comme quand je filmais pendant des heures les rues désertes de la petite ville de Niitsu, au Japon. Des rues sans presque plus aucun humain, mais définitivement chargées de leurs âmes. Personne d'autre que moi ne devait avoir envie de filmer ces rues désertes. C'est bien longtemps plus tard que la spontanéité dont je fis preuve ce jour-là fit écho aux paroles de Simon Leys. Il disait « La poésie est notre lien vital avec le monde extérieur, la ligne de sécurité dont dépend notre survie même. Et, en certaines circonstances, le dernier rempart de notre santé mentale. » Sans savoir pourquoi,
le lieu qui me fascinait le plus à Wuhan, c'était le lac de l'Est. Peut-être que c'est là que je ressentais le plus fort cette fascination vers un autre chose. Était-ce à cause de cette plateforme suspendue au-dessus de l'eau, où l'on pouvait se sentir flotter, presque détaché de toute entrave terrestre ? Ce qui ne devait être à l'origine qu'une nouvelle expérimentation visuelle est devenu l'idée d'un film. Je recrutais quelques-uns de mes camarades, français, louais 2-3 costumes et commençais à filmer une réadaptation quasi inconsciente du 7e saut d'Ingmar Bergman. Évidemment, c'est au lac de l'Est que je tournais la séquence la plus importante. Sans même m'en rendre compte, cette suite d'événements venait de donner une forme de cohérence à ma vie. Ce film allait devenir le premier d'une série qui ne s'arrêterait plus jamais. D'autres de mes métrages ont aussi été tournés à cet endroit, un lieu toujours aussi fascinant à mes yeux. Sans prétendre être un cinéaste, je me voyais plutôt comme un glaneur d'images, un témoin du vivant qui cherchait à monter ensemble des souvenirs, des moments commémorés à jamais par le don unique du montage partagé à l'œil du public. Je me voyais un peu comme un magicien traballant sur son chemin de nombreuses petites boîtes dans lesquelles étaient conservés ces moments capturés par ma caméra, comme le gardien d'un secret bien gardé. Un après-midi d'automne, sans réfléchir, j'ai filmé une barque à l'abandon. Ce n'est qu'après plusieurs minutes que je me rendis compte qu'un homme mystérieux m'observait. Et comme je l'avais remarqué, il partit furtivement. Le festival de l'eau était une fête du Nouvel An lunaire partagée par les Thaïlandais, les Laotiens, les Cambodgiens et les Birmans. Habituellement discrets, les expatriés de ces pays étaient tout à coup comme pris d'une euphorie éphémère qui embarquait dans son tourbillon les autres communautés pendant plusieurs jours. Comme ce Kazakh et ces 2 Anglais qui tentaient péniblement d'apprendre quelques pas de danse. L'université de Wuhan est un lieu de fête, mais c'est aussi l'une des premières attractions touristiques de la province au printemps, quand les cerisiers fleurissent. Pendant le festival des cerisiers,
jusqu'à 200 000 personnes venaient dans le campus pour se prendre en photo avec les fleurs écloses. La fac devenait alors un vrai parc d'attractions. Comme le lac de l'Est, le campus était une véritable oasis, un havre de paix au cœur d'une ville en constante mutation. Une ville de 11 millions d'habitants et 3000 ans d'histoire, mais qui pour nous ne venait que de naître. Un ami cubain, qui vivait depuis 15 ans à Wuhan, me dit qu'en à peine une décennie, la ville était passée des chemins en terre battue et des pousse-pousse aux gratte-ciel et routes à 4 voies. Moi, c'est tout ça qui m'intéressait. J'avais l'impression d'être le témoin privilégié d'un grand bouleversement, face à l'histoire naturelle de la société. Dans une ruelle d'un quartier pauvre, je repérai un petit garçon. Après un bref moment de questionnement, il se prit au jeu de la caméra. Il secouait frénétiquement la tête, presque comme s'il pouvait pressentir qu'un drame allait arriver. Cette scène fut par la suite insérée au début d'un autre de mes films. Elle lui apporta une teneur assez inattendue. Dans le cadre d'une commande, pour un festival de cinéma local, je réalisai en une journée un western dans les rues de cette ville en mutation. L'histoire banale d'un homme vengeant le meurtre de sa sœur.
Mais cette association au monde du western et à la conquête de l'Ouest n'était peut-être pas si incongrue dans cette ville à la nature parfois sauvage, martelée à outrance par les marteaux-piqueurs de la modernité. Peu à peu conquis par cette nouvelle vie, je décidai de rester, de faire des films. Et je suis devenu étudiant au département d'art de l'université de Wuhan. J'allais passer 2 années avec mes nouveaux camarades de classe, qui étaient bien surpris d'avoir parmi eux un Laowai, un étranger. Mais pour rigoler, ils me surnommaient ironiquement le Bancao, le beau gosse de la classe. En Chine, l'intégration est généralement facile. Les Chinois aiment beaucoup avoir un ami étranger. Ils en tirent une certaine fierté, même si parfois cette amitié ne dure que le temps d'un selfie. Passé cette première phase de curiosité superficielle, le vernis culturel s'était peu à peu estompé, laissant place à de véritables rapports humains. Ils ne voyaient plus en moi l'étranger, et moi je ne voyais plus en eux les Chinois. Nous étions devenus amis, tout simplement. Comme moi, ils pouvaient avoir peur. Comme moi, ils pouvaient aimer et être blessés. Cela paraît évident dit comme ça, mais tant que l'on n'a pas connu un certain degré d'intimité avec un étranger qui ne partage pas de culture commune, tant que l'on n'expérimente pas cela soi-même, tout ne relève que de l'abstraction théorique. Il faut avoir vécu extrêmement avec une personne totalement différente pour se rendre compte qu'au final, rien ne nous sépare véritablement. Au fin fond de notre être, nous savons que la vie, surtout pour ce qui est de la vie humaine, n'est pas dans le fonctionnement aveugle de ce qui existe, mais implique toujours un élan vers une possibilité d'être plus élevé. Dans la vie courante, l'âme d'une personne transparaît dans son regard et s'exprime par sa voix. 2 organes, les yeux et la bouche, qui se concentrent dans un visage, lequel constitue le mystère incarné de tout être humain.
En Corée aussi, ils savent faire la fête. Toujours cet air glacial, mais cette fois bercé de chaleur humaine. En banlieue de Séoul existe un Minsok, un village folklorique touristique, juste question de s'immerger quelque temps dans cette Corée d'autrefois. Un folklore tout aussi exotique pour moi qu'il ne l'était pour les nouvelles générations de Coréens. Une troupe de danseurs et musiciens en tenue traditionnelle dansait autour d'un daljip, un brasier dédié au jour du Daeboreum, le jour de la pleine lune du nouvel an lunaire. Une tradition sous la forme d'un jeu où le feu sert à éclairer le village et ses environs. Les paysans courent autour du feu pour chasser les mauvais esprits et faire venir la bonne fortune. Si le daljip brûle bien, l'année connaîtra une bonne récolte. S'il ne brûle pas bien, s'il s'éteint prématurément, alors les paysans connaîtront la famine. Quelques jours plus tard, je découvrais un autre village, mais cette fois un authentique village traditionnel habité. Presque par réflexe, je me mis à filmer en noir et blanc. Peut-être que j'avais envie de retrouver l'ambiance des films du cinéaste coréen Hong Sang-soo. Le lendemain, je me rendis au temple Pulkuksa, chef-d'œuvre de l'art bouddhiste du royaume coréen de Shilla. À l'arrière du temple, les visiteurs avaient pris l'habitude d'empiler de petites pierres pour créer des monticules porte-bonheur. Plus le tas de pierres restait debout, et plus la bonne chance durait. Je me pris au jeu et faisais moi aussi un petit tas de pierres porte-bonheur, le plus haut et le plus stable possible. La culture du Shilla exerçait sur moi une véritable fascination. Surtout les tombes de leurs rois à Gyeongju. Ces tombes me faisaient penser au tumulus celte de mon enfance, en Bretagne. D'autres encore me faisaient penser à l'arbre d'où surgit le cavalier sans tête dans le film de Tim Burton. Je me dis alors qu'après avoir vu deux civilisations, chacune à un pôle de notre monde, exprimer la même sensibilité face à la mort, c'est peut-être ces questions essentielles, comme celle de la fin de la vie, qui nous réunissent tous. Il me semble que plus on creuse, et plus on se ressemble. Le rire d'un enfant. C'est ce à quoi je pensais en tournant ces images. C'était le court-métrage d'un Américain un peu fou, Nolan. Il s'empêcha de dormir pendant presque une semaine pour pouvoir atteindre le degré de décrépitude physique et mentale
qu'il voulait donner à son personnage principal, qu'il jouait bien évidemment lui-même. Il voulait que l'on filme de nuit, à l'épaule, dans les ruelles du vieux quartier du lac de l'Est, avec un effet de flou de ralenti. Le héros du film, Jacques, était un homme errant. Il ne savait plus où il était. Qui il était? Était-il en Chine? En Colombie? Il était obsédé par la lune. Tellement obsédé par elle, qu'à la fin du film, il se transformait en une sorte de démon, comme absorbé par les ténèbres. Une fois que cette dernière séquence fut tournée sur le toit de l'immeuble de 35 étages où vivait Nolan, une scène mémorable s'improvise. Tandis que moi et mon ami Martin étions en train de ranger notre matériel, il était bien 4 heures du matin, Nolan essaya tant bien que mal de se débarbouiller le visage, enduit de cire, et en profita pour commencer à boire une bouteille de whisky. Dès que l'alcool s'est mis à faire effet, il s'est lancé dans des discussions sur sa vie à Détroit, sa ville d'origine, et surtout sur la peinture, l'art qu'il pratiquait le plus. Sans vraiment savoir pourquoi, je me tenais, tout concassé dans son canapé, captant fébrilement cet instant. Je laissai alors à Martin le soin de mener la conversation. Mais ce à quoi je pensais, en tournant ces images, c'était le rire d'un enfant. À la même période, je filmais un long-métrage documentaire du réalisateur chinois Chen Song. Il suivait déjà depuis plusieurs mois un groupe de parents qui s'étaient associés pour racheter une ancienne école désaffectée et y créer leur propre école privée dont l'éducation serait tournée vers le rapport des enfants à la nature.
La majorité de ses parents avaient étudié et travaillé à l'étranger. Comme une certaine idée de l'éducation humaniste de Montaigne, ils ne voulaient pas faire des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites. Leur désir était d'allumer des feux dans l'esprit des enfants, les éveiller, les faire penser de façon autonome et leur faire prendre conscience de l'environnement les entourant. Ce jour-là, j'avais commis une erreur. J'avais oublié de transmettre certaines de mes images au réalisateur. Mais cette erreur s'est montrée bénéfique. Elles sont les seules images conservées de ce moment. Un moment où je vis des enfants heureux de découvrir le monde par eux-mêmes, animés par la passion de jouer avec leur environnement. Un peu comme ces enfants japonais. Il participait à un projet de sculpture en bambou de l'artiste franco-japonais Tetsuo Harada. Dans la continuité de ses sculptures humanistes, comme celle du 38e parallèle, il se lança dans ce projet un peu fou de sculpture monumentale qu'il nomma le tricot de la paix. Ce projet épousa par la forme le message de paix qu'il souhaitait transmettre. Les sculptures devant être installées dans la petite ville de Niitsu, le projet attira l'attention des habitants et des bénévoles de toutes les générations vinrent quotidiennement apporter leur aide pendant 3 semaines pour la réalisation de cette œuvre. Il y eut même un spécialiste des cerfs-volants géants en bambou de la ville voisine de Shirone qui apporta son savoir-faire. Un jour de beau temps, tandis que tout le monde arrivait au bout d'une journée harassante, le vent, soudain, se lève. Il sauta sur l'occasion et sortit de nulle part un cerf-volant. Soulevant de terre nos esprits épuisés, le cerf-volant s'éleva dans le ciel. Et l'espace d'un instant suspendu, nous retournions en enfance. Tetsuo Harada disait que son meilleur public, ce sont les enfants. C'est pour cette raison qu'il désira les faire participer et qu'il put réaliser ses œuvres d'art avec les élèves de l'école primaire de Niitsu. Cette école fut celle où il passa sa propre enfance.
Après des années d'errance qui lui firent quitter le Japon au même âge que je quittais la France pour partir en Asie, il finit par s'installer en France pour le reste de sa vie. Après un demi-siècle passé loin de son île natale, il revenait sur les lieux de son enfance. Il pouvait ainsi compléter le cycle de sa vie et achever le devoir de transmission auquel il tenait tant. Il me semble voir en lui toute la plénitude de l'accomplissement d'une vie. Le penseur taoïste Zhuangzi disait « Les gens comprennent tous l'utilité de ce qui est utile, mais ils ignorent l'utilité de l'inutile. » Ce que Tetsuo aimait chez les enfants, c'est qu'ils ne se posent jamais la question de l'utilité. Ils se jettent tout entier dans ce qu'ils aiment, dans ce qui déclenche en eux une pulsion de vie. Ils ne se posent pas la question du pourquoi, mais cherchent à savoir comment. Comment a-t-il pu monter cette chose en bambou ? Qu'est-ce que ça fait si je rentre dedans et la traverse ? Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l'enseigne à l'école, qu'il ne faut faire que des choses utiles ? Le philosophe allemand Schelling mettait la véritable création artistique à la place suprême. Avide de connaître l'absolu, l'esprit, celui qui habite l'homme, s'engage dans une quête dont l'objet est la recherche de l'identité du moi et de celle du monde. Celui qui se propose d'affronter la beauté pour en faire une œuvre, à savoir l'artiste, affronte en même temps le défi de la mort. Cela est d'autant plus vrai que la création artistique est justement une des formes par lesquelles l'homme tente de vaincre son destin mortel. Toute œuvre digne de ce nom, un poème, une musique, une peinture, une sculpture, tente de transmuer la solitude en ouverture, la souffrance en communion, les cris d'appel en chant, chants qui résonnent par-delà les abîmes, creusés par la séparation et la mort. Finalement, l'art véritable, c'est réussir à atteindre l'infini dans le fini. L'un des personnages d'un roman de Georges Bernanos disait « Cette simplicité de l'âme, nous consacrons notre vie à l'acquérir, ou à la retrouver si nous l'avons connue, car c'est un don de l'enfance qui le plus souvent ne survit pas à l'enfance. Il faut très longtemps souffrir pour y rentrer, comme tout au bout de la nuit, on retrouve une autre aurore. »
Toute vie est une aventure où l'on navigue entre inattendu et inespéré. Notre rencontre faisait partie de cet inattendu. Une rencontre faite par hasard, alors que je participais furtivement à un cours de cinéma de mon ami réalisateur Chun Song. 2 de ses élèves m'avaient remarqué et s'étaient mis en tête de faire un film documentaire sur moi. Moi, qui étais d'habitude celui qui filmait le quotidien des autres, cette fois, c'étaient les autres qui filmaient mon quotidien. Et bien sûr, comme vous le voyez, nous sommes allés au lac de l'Est. Mais comme certaines habitudes sont bien tenaces, je les ai filmées à mon tour. Ils me suivirent dans mes oisivetés filmiques habituelles, et comme toujours, je filmais l'insignifiance du quotidien. Ils étaient curieux de savoir comment je choisissais mes sujets. Ils voulaient sûrement que je leur partage une réflexion profonde, faite de secrets de confection. Mais je pense les avoir peut-être déçus quand je leur dis que, justement, j'essaie de ne pas réfléchir. Car il me semble que certaines choses ne peuvent être que ressenties. Je profitais de ce moment avec eux pour me relancer dans mes expérimentations visuelles. Je volais aussi quelques images, fugaces, d'un photoshooting de mariage. Le lac était l'un des lieux de prédilection des jeunes mariés pour se faire tirer le portrait. Mais ce lac était aussi une véritable attraction pour touristes, avec ses barques de plaisance, ses chemins cyclables et ses espaces de baignade. Curieusement, tous les deux rêvaient de partir faire des études de cinéma en France. Ils me posèrent bon nombre de questions sur les écoles françaises, mais malheureusement pour eux, je n'y connaissais pas grand-chose. J'étais bien plus intéressé par les contrastes exotiques d'une ville en constante mutation. Même si je souhaitais parler de tout, sauf de mes précédents films,
Mes nouveaux compagnons semblaient très curieux du dernier que j'avais réalisé. L'histoire de deux Français d'origine chinoise se rencontrant fortuitement sur les bords du lac. Deux âmes errantes qui semblaient avoir été réunies par le destin. Les personnages du film, comme leurs interprètes, étaient nés et avaient grandi en France. Puis étaient venus en Chine en quête de réponses quant à ce qui constituait leur identité. Le rôle de l'homme était joué par mon ami Martin, qui m'avait aidé sur le tournage du film de Nolan. Sa mère était originaire de Wuhan. Ce séjour était pour lui un véritable retour aux sources, un voyage initiatique. Les questionnements des personnages étaient exprimés au travers de scènes de danse. Une première scène avec une danseuse française. Une seconde avec une danseuse chinoise. Et enfin, une troisième réunissant les deux danseuses. Elles étaient alors rejointes par le couple qui s'intégrait à leur danse. Les quatre personnages finissaient par ne plus former qu'une seule entité. L'esprit peut être différent, le corps lui aussi peut être différent. Mais n'est-ce pas l'âme qui peut apporter l'unicité ? Ce film allait être le dernier que j'ai réalisé en Chine. L'âme est la basse continue qui résonne en chacun de nous. Comme elle est reliée au souffle originel, elle chante en nous un chant à l'accent éternel. Je pense soudainement aux images d'un autre film, celui qu'un ami indien réalisa à Paris plusieurs années après mon séjour en Chine. Je filmais. Un jeune homme désespéré tentait de mettre fin à ses jours en sautant dans la Seine, mais il était sauvé au dernier moment par une jeune fille, réminiscence mémorielle d'un amour passé. Mon ami était lui aussi une âme errante, qui ne trouva pas les questions à ses réponses. Il connut le même destin tragique que les personnages de son film, sans avoir la chance d'être sauvé par une jolie fille. Sans croire en une vie charnelle après la mort, je crois à l'écho éternel de l'âme. Ma dernière année en Chine fut sans nul doute la plus heureuse. Comme toujours, je passais de nombreuses heures à me promener dans le campus, presque tout le temps accompagné de ma caméra. Je retrouvais encore ces statues éternelles.
Elle me faisait penser aux statues Jizo japonaises. Ces petites statuettes en pierre sur les bords des routes et dans les temples et sanctuaires japonais, comme ici au temple Fudanji à Niigata. Elles sont censées porter chance aux voyageurs. Peut-être que les statues de l'université de Wuhan étaient aussi là pour porter chance aux voyageurs errants que j'étais. Durant cette dernière année, je rencontrais des amis qui par la suite ne me quitteraient plus jamais. Je rencontrais d'autres âmes errantes, comme Jiang. Son errance n'était pas due à une quête d'identité, mais au contraire, parce qu'il avait su trouver la sienne, et qu'il lui était difficile de pouvoir la vivre en Chine. Il participait à une prise de vue photo dans un studio clandestin aménagé au sein d'un appartement. C'était pour lui l'un des rares moments où il pouvait pleinement être lui-même, sans masque. Ce jour-là, il prenait la pause avec une amie que nous avions en commun. Elle était étudiante universitaire pour 1 an, mais le hasard faisait qu'elle se retrouvait ici, partageant ce moment de complicité avec Jiang, comme une sœur avec son frère, alors qu'ils s'étaient rencontrés la veille. Elle était la danseuse française de mon précédent film. Elle m'avoua plus tard que c'était l'expérience de ce court-métrage qui lui fit reprendre la danse qu'elle avait abandonnée après une mauvaise expérience au Conservatoire de Paris. Cette expérience se mua en continuité et elle campa le rôle d'une panthère dans une pièce de théâtre que je montais avec mes camarades de classe. Ils adaptèrent en chinois la pièce de théâtre suisse « La visite de la vieille dame ». Il s'agissait de leur œuvre de fin d'études. Rasse, qui venait de Mongolie intérieure, se lança pour la première fois dans la mise en scène. L'une de nos professeurs de dramaturgie, Madame Han, se joignit à nous pour apporter son expérience. Elle était une scénariste professionnelle qui toute sa vie avait souffert de ne pas pouvoir pleinement exprimer ses idées. Comme résolue à ne pas abandonner ses idéaux, elle se jetait entièrement dans notre projet et prenait un authentique plaisir à passer autant de temps avec cette nouvelle génération qu'elle chérissait tant. Libre d'esprit, ouverte de cœur et profondément humaniste, elle était l'une des plus belles âmes que je rencontrais en Chine. Je la vois, encore chargée d'une énergie semblant infinie, dans la plénitude de son automne. Nolan, l'Américain fou, était aussi de la partie. Il nous aidait à peindre en temps réel un décor à la pièce représentant le village de l'histoire. Ce décor évoluant en même temps que les péripéties narratives. Je me rappelle les nombreuses répétitions dans le théâtre à ciel ouvert, lové au creux de la colline Luojia, en plein centre du campus. Wu Ying, une autre de mes camarades qui tenait un rôle dans la pièce, avait elle aussi joué dans mon dernier film. Elle était la danseuse chinoise.
Elle pouvait ainsi retrouver sa partenaire française du film. En repensant à tous ces moments, je me dis que ce qui constitue une personne, son corps, son esprit, son âme, n'est peut-être pas quelque chose qu'il faut chercher, mais quelque chose à forger. En arrêtant d'adopter une attitude passive et attendre de tout recevoir, c'était pour moi un plus grand optimisme que de me dire qu'au final, notre bonheur peut reposer sur ce que nous sommes capables de faire par nous-mêmes. Après une première représentation réussie dans ce théâtre ouvert, la troupe put avoir accès à une véritable salle professionnelle. La représentation de cette journée une fois terminée, je pris un repas avec mes camarades de la troupe. Après avoir juré de toujours être fidèles à notre amitié de cet instant, nous nous séparions et je ne les revis plus jamais. Plus tard encore, par mon expérience heureuse ou douloureuse, restituée par ma mémoire, j'apprendrai qu'au-dessus du niveau instinctif du vouloir vivre, se vit chez les humains un vouloir plus élevé, le désir d'être. Ce désir d'être se nourrit de tout ce qui fait le fondement de notre aspiration. L'irrépressible besoin de sensation, d'émotion, de réception, de donation et de communion qu'en réalité un seul mot est capable d'englober, amour. Avant mon départ de Wuhan, je me rendis une dernière fois dans les ruelles du lac de l'Est. Elles étaient à mes yeux l'âme et le cœur vibrant de la Chine. La vie à l'état naturel, dans ce qu'elle a de plus direct et de plus pur. Il me semblait que dans ces ruelles, un homme pouvait connaître tous les états de l'existence. En réalisant mon dernier film à Wuhan, je découvrais un ancien bunker de la Seconde Guerre mondiale. Un lieu où vivait un sans-abri. Par chance, je réussis un jour à capter quelques images de lui hors de son abri, des secondes rares. En Asie, les sans-abri préfèrent, dans la majorité des cas, se cacher. L'indigence y est taboue, la pauvreté et la mendicité y sont considérées comme une humiliation à masquer. J'aurais voulu lui demander de jouer dans mon film. Je n'ai pas osé. D'ailleurs, savez-vous qu'en chinois, le terme de sans-abri peut se traduire par homme errant, le même terme que pour celui de chien errant ? Si je me souviens bien, Hildegarde de Bingen disait que le corps est le chantier de l'âme où l'esprit vient faire ses gammes.
À ce qu'il paraît, l'âme est la marque indélébile de l'unicité de chaque personne humaine. Peut-être que chaque homme a besoin de se vivre intensément pour prendre conscience de cette unicité. Peut-être qu'il ne faut pas chercher une réponse à notre identité en essayant de n'en trouver qu'une seule, mais il faut simplement accepter toutes les facettes de notre existence qui, malgré leur diversité et parfois leur apparente contradiction, ne forment qu'une seule entité. La première fois que j'ai véritablement ressenti quelque chose de cette unicité fut sur les bords de la rivière de Nitsu, au Japon. Je ne sais pas si le sentiment qui a surgi en moi à ce moment est venu avec le poids des ans, avec le travail du temps, mais c'est bien à ce moment précis que j'ai ressenti quelque chose. Je me rappelle ce petit garçon, assis à vélo, derrière son grand-père, et qui me dépassa tandis que je filmais le bord de la rivière. Je ne saurais pas dire pourquoi, mais je l'avais pressenti, ce moment où il allait se retourner pour me regarder. Je n'oublierai jamais son regard, comme s'il allait assumer à lui seul toutes les conditions tragiques du destin humain.